Alors, ce dont je vais vous parler, en fait, ce sont de mes propres constatations. En fait, il y a une phrase qui est arrivée à un moment et qui a pris comme toute la place. Cette phrase, c'était, et c'est toujours, mais quelle est la réalité là, tout de suite? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a déjà une évidence. C'est que tout ce qui se passe à l'instant. Ça peut absolument pas être autrement. L'instant est aussi, c'est un mot qui pointe parce que le mot instant ne fait pas partie de la temporalité dans ma façon de l'exprimer. C'est la spontanéité d'ici et maintenant. Quand on a l'impression qu'il y a un passé ou un futur qui existe, ce qui existe vraiment, en fait, c'est une pensée qui parle de passé ou de futur, là immédiatement. C'est donc l'instant. Bien sûr que le contenu de la pensée peut parler d'histoire ancienne ou d'histoire à venir, mais ça se passe à l'instant. Alors, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce qui me distrayait de l'instant, c'est la présence au contenu de la pensée, c'est la présence aux histoires. Et c'est vrai que c'est très attractif, comme l'a dit Gérard juste à la fin là. C'est exactement comme un film. Il y a une analogie extrêmement impressionnante avec le cinéma, avec les films, avec quand on va au théâtre ou tout ça. Ça se passe dans la pensée. Il y a une construction qui se fait. Il y a le son, l'image, le texte. Et ça crée une histoire. Et on adore être spectateur de films. On est comme au cinéma. Et on a le fabricant de films à domicile. Et comme on est bon public, on se prend pour le héros du film. Et on aime ça parce que ça fait naître, dans l'identification à ce héros, ça fait naître des tas de sensations. Et ça donne l'impression, dans cette identification encore plus approfondie, je dirais, ça donne l'impression d'être vivant. Ça y est, le rêve, on est rentré dans le rêve. En fait, on rentre pas dans le rêve. On fait comme si on rentrait dans le rêve. Exactement comme le spectateur qui est au cinéma, qui va se prendre pour le héros et qui essaye de dire au héros « mais il faut faire comme ça maintenant, il faut faire autrement, là ça va pas » et il vit complètement l'histoire du héros du cinéma. Et puis quand le film s'éteint, des fois on peut prendre un petit moment avant de se retrouver, mais ok, c'était qu'un film. On fait ça tout le temps avec les histoires qui sont créées dans notre tête. Et tout ça se passe à l'instant. Alors après, en observant ça, il y a quelque chose naturellement, une curiosité qui est venue pour essayer de voir, mais de quoi c'est fait ce truc-là? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Donc ça s'est mis à regarder la pensée, mais non plus les histoires de la pensée, mais je dirais la structure de base de la pensée. Puisque, en fait, les 3/4 du temps, je me prends pour le contenu de la pensée, et en même temps, j'arrive à le voir, mais comment ça marche ce truc-là? De quoi c'est fait? Et en observant ça de près, très vite, je me suis rendu compte que la pensée, c'est le langage, ce sont les mots. Ok. Et que les mots, finalement, ce sont des formes soit images, soit sonores. Images quand on écrit les mots, sonores quand on les entend, quand on les écoute. Et que ces mots, en fait, ils n'ont d'existence et d'intérêt que parce qu'ils sont animés
de quelque chose en arrière, d'une espèce de vibration, et que c'est ça finalement qui leur donne tout leur sens, au-delà même de la sémantique du mot. Ce sont donc des concepts qui pointent toujours vers quelque chose. Et ce qui est intéressant finalement, ce n'est pas la forme mot, mais c'est ce vers quoi ils pointent. Parce que c'est ce vers quoi ils pointent qui donne un ressenti, ou qui replace dans un vécu immédiat. Alors, pendant longtemps, j'ai vu les mots, le langage et les pensées étaient très facilement identifiés. Dès que ça parlait, ok, c'était pensé. Et puis il y avait quelque chose quand même que ça ne suffisait pas. Et je me suis rendu compte que la forme pensée, dans la forme pensée, il y a aussi tout un autre package, je dirais, qui est fait de ce que j'appelle l'imaginaire sensoriel. C'est-à-dire que, en fait, à travers le mental, il y a des pensées images, il y a des pensées sonores, il y a des pensées olfactives, gustatives, et même, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, je n'en étais pas sûre, mais j'en ai eu la preuve après, il y a même les pensées tactiles, de tout ce qui concerne la sensibilité corporelle, le ressenti. Donc en fait, ce truc-là, c'est impressionnant, parce que ça construit comme un monde parallèle. Et vous pouvez immédiatement vous en rendre compte. Là, par exemple, vous avez les yeux ouverts, donc il y a une vision qui est là, un champ visuel. Vous fermez les yeux et vous allez comme voir apparaître, visuellement parlant, des formes derrière les paupières fermées, des formes qui ont un aspect un peu plus ou moins semblable, mais quand même assez lointain, avec l'immédiateté de la vision, les paupières ouvertes. En faisant ça plusieurs fois, on s'en rend compte, c'est qu'il y a une reconstruction derrière les paupières qui s'effectue d'images, et plus on fait attention à ça, plus on va se rendre compte que finalement l'image reconstruite, bien sûr qu'il y a quelques similitudes avec la réelle, mais il y a plein d'imagination, plein d'une recréation en fait, comme si ça sélectionnait certaines formes plus que d'autres, voire même ça en invente, et c'est coloré par des tas d'autres choses. C'est une création totalement imaginaire. Ça, quand je me suis aperçue de ça, ça a été une espèce de révolution. Parce que du coup, ça a fait tourner la curiosité vers la mémoire. Qu'est-ce que c'est que la mémoire ? Ce qui se raconte, ce qui se voit, le film, tout ça. Ok, j'avais bien vu avant que la mémoire se créait à partir d'expériences, et puis je me disais après mémoriser. Mais en regardant de près ce que c'est la mémoire, je dirais qu'il y a une première mémoire. C'est exactement ce dont je viens de parler juste avant. C'est exactement comme un peintre qui est en train d'observer un paysage et qui va reproduire sur sa toile le paysage qu'il observe. La mémoire, elle fait exactement la même chose. C'est une reproduction d'un vécu immédiat. Dans le vécu immédiat, il n'y a pas de mémoire. À l'instant, vous vivez un son, vous entendez quelque chose. Au moment où vous percevez ce son, il ne peut pas être mémorisé. Il y a une unité qui le perçoit. À un moment, vous avez les yeux ouverts, il y a un champ visuel qui est là. Vous voyez, vous regardez. Au moment où on regarde de cette façon-là, il y a une unité à la vision. Elle ne peut pas se mémoriser. À un moment, il y a une pensée qui est là.
Pendant que cette pensée est là, vous ne pouvez pas penser à la pensée. Il y a une unité qui se vit avec la pensée. Si je reprends la vision, vous êtes dans la perception visuelle. À l'instant de cette perception, du champ visuel qui est là, il ne peut pas y avoir de pensée qui s'infiltre entre les deux. Mais je dirais que juste l'instant d'après, il peut y avoir la reproduction dont je parlais. C'est-à-dire que la mémoire va comme faire son tableau de l'instant qui est fini. C'est une recréation complètement imaginée d'un instant qui ne peut pas être mémorisé. Quand on se rend compte de ça, ça devient une évidence que tout le contenu de la mémoire est imagination. Or, toutes les histoires auxquelles on croit, tout ce qui nous amène sans arrêt à se faire vivre des événements, des tas de choses, en bien, en mal ou peu importe, tout ce qui a trait à un continuum s'appuie sur la mémoire. Parce que les instants, ils sont en vécu direct et ils ne se mémorisent pas. Ils jaillissent sans arrêt, les formes instants jaillissent sans arrêt. C'est une unité qui se vit sans arrêt au niveau de l'instant, mais ne se mémorise pas. La mémoire elle-même, quand elle arrive, est une pensée, donc c'est une reproduction, mais c'est une imagination. Et au moment où elle est là, c'est un instant fait de cela. Et on peut tous le vérifier. Immédiatement, vous pouvez le vérifier. À chaque perception que vous avez, c'est une présence qui vit, qui se vit comme perception, qui se sait être et qui est en unité. Quand on réalise ça pleinement, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de moi séparé. On se prend pour juste une forme de l'instant, pour juste un organisme, cette forme qu'on appelle un organisme, qui est fait donc de différentes choses, mais on oublie tout le reste de l'instant. Mais tout ce qui est perçu fait l'instant. Il n'y a pas que cet organisme, on est la globalité de l'instant. Et les perceptions, bien sûr, elles changent sans arrêt. C'est une espèce de danse. Ça bouge tout le temps. Et on est cette danse, on est ce jaillissement, on est ce vécu direct de chaque instant. Et même quand le mental arrive, le mental c'est quoi? Ce sont les pensées, que ce soit les formes pensées mots, que ce soit les formes pensées imaginaires sensorielles, c'est la même chose, ça fait partie de cette danse-là aussi. Et c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que tout en étant totalement cela, tout en le vivant totalement, il y a en même temps un émerveillement qui est là par rapport à ça, cette forme instant qui change tout le temps, ce que l'on est tout le temps. On est tout. C'est incroyable d'être tout ça. Et c'est incroyable d'être sans arrêt cette totalité. Une totalité qui change de forme, d'aspect, mais une totalité qui est tout le temps là. C'est vrai qu'avant de pouvoir vraiment réaliser ça, dans mon parcours, c'est paradoxal ce que je dis, mais voilà, il y a eu comme
une étape qui a été très importante pour arriver à voir clair, je dirais. Cette étape, c'est vraiment ce que disent les Indiens avec le neti-neti. C'est d'observer en fait tout ce qui change et de réaliser que ça ne peut pas être ce qui change totalement ce que je suis tout le temps, puisque ça change. Et puis ça change, mais il y a quelque chose qui ne change pas, qui est toujours là, qui constate ça tout le temps. Et c'est en éliminant finalement, artificiellement, ce qui change, que j'ai fini par me rendre compte de ce qui est là tout le temps. Par exemple, je me tourne comme ça, la vision est complètement différente, je vois un certain nombre de choses, et le sonore c'est pareil, les ressentis tactiles pareil, toutes les sensations pareilles. Ok, je fais ça complètement différent. Les sensations sont complètement différentes, les perceptions complètement différentes, mais par contre, il y a quelque chose qui est toujours pareil, qui est toujours là, que je me mette comme ça, que je me mette comme ça, que je ferme les yeux, que je bouche les oreilles, que je sois dans n'importe quelle situation, je sens qu'il y a quelque chose qui est toujours là. Quand je dis je sens, c'est ça qui est difficile, parce que pendant longtemps, en fait, il y a comme quelque chose qui avait commencé à voir ça, mais qui voulait l'attraper, qui voulait le voir. Mais c'est quoi qui est toujours là? Je voudrais bien le voir, je voudrais bien le regarder. Mais dès qu'il y avait ce mouvement qui voulait faire ça, ça ne marchait pas. Et je voyais que c'était les pensées qui se remettaient en place. Puis à un moment, il y a quelque chose qui s'est révélé. J'ai compris. Le mot que ça a pris, c'est conscience. Mais, ouais, en fait, il y a conscience de ça, il y a conscience de ça, il y a conscience de ça. Ça change. Mais conscience, elle ne change pas. Toujours pareil. C'est vrai que le regard ou l'écoute, c'est pareil. Oui, ça regarde ça écoute ça regarde, ça écoute. Regard, écoute, c'est pareil. Et ça ne change pas, ça a toujours cette espèce de même nature. Et puis après, je me suis dit, mais j'ai pourtant bien l'impression d'être quelqu'un. Je me sens être un individu, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Et alors, c'est sûr que j'avais aussi tout un parcours de lecture, etc., au niveau spiritualité. Et je me disais, mais le jeu, il doit disparaître. Et le jeu, il faut qu'il disparaisse, sinon j'y suis pas. Je me disais ça. Et à un moment, il y a quelque chose qui a fait tilt aussi. Je dis, mais il y a un jeu qui est là. Mais c'est pas l'idée que j'en avais de ce jeu. C'est pas la forme individu que j'avais de ce jeu. Mais ça qui est là et qui perçoit à cet endroit, quand je me tourne comme ça qui est là, qui perçoit et ça. Mais c'est ça ce jeu. Cette impression d'être quelque chose, d'être quelqu'un, ça fait appel à ce jeu-là. C'est la conscience. Je suis conscience. Et en fait, après une espèce de cascade qui est arrivée, mais je suis toujours là. Il y a toujours quelque chose, ça qui est tout le temps là. Toutes les perceptions ça change. J'avais l'impression d'être un individu avec un corps, mais quel corps? Même suivant les postures et tout, mais quel corps? Il change tout le temps. C'est pas le corps, mais il y a quelque chose qui voit le corps, qui le perçoit. Et c'est toujours là. Mais je suis plus ça que le corps. Et puis après, en fait, ce qui est venu, c'est tout le temps là. Et puis il y a quelque chose à cet endroit-là. Je peux pas le voir, je peux pas directement le sentir, c'est sûr que je peux pas le penser, mais ça se vit. Ça vit, c'est là, ça vit pas comme les mouvements que je croyais être la vie avant, où il y a des sensations, elles sont fortes, oui, j'ai l'impression que c'est ça la vie. Mais non, une sensation toute douce, c'est pareil. Et en fait,
Et la sensation, elle est là un moment, puis après elle disparaît, mais moi je suis toujours là. Cette conscience que je suis est toujours là. Mais c'est ça qu'elle est, c'est là qu'elle est la vie. C'est ça. Et bien sûr, ça ne peut pas se décrire parce que ça n'a pas de substance, ça n'a pas de consistance, ça ne se voit pas, mais même la vibration qu'on peut sentir, c'est déjà une première forme, mais c'est cette source en fait. C'est ça qui donne vie. C'est la source qui donne vie. C'est la présence. Vie, présence, c'est pareil. Et puis, à un autre moment, il y a des histoires qui étaient un peu revenues. Puis il y avait une histoire un peu de peine de cœur. Et puis j'ai regardé ça. Et puis je dis, mais j'ai l'impression de manquer d'amour. Ouais, je vis ça, j'ai l'impression de manquer d'amour. Et puis ça a dit, mais de quoi je manque vraiment ? C'est quoi ce manque d'amour ? Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Et en fait, cette question, dès qu'elle est arrivée, il y a une espèce de cascade de réponses qui sont arrivées aussi. Et ça a dit, mais ce dont j'ai l'impression d'avoir besoin, c'est d'une présence. Alors, je le projetais sur quelqu'un. J'aurais besoin que cette personne, en fait, elle soit là, elle soit donc présente, qu'elle soit complètement à mon écoute, qu'elle écoute totalement, sans rien se discriminer, donc dans un accueil total, sans jugement, sans repousser quoi que ce soit. J'ai pas besoin qu'elle rentre dans mes histoires, mais j'ai vraiment besoin qu'elle soit là, complètement pour moi, à écouter complètement ce dont j'ai envie et j'ai besoin. Je me suis dit, mais mince alors, c'est la conscience qui fait ça. C'est la conscience en fait, c'est ce regard qui est là, ce regard qui perçoit tout, avec toute sa puissance. Mais c'est ça l'amour. Il est complètement là, il ne juge pas, il écoute totalement ce qui est là, ce qui se perçoit, dans un accueil parfait. Il ne rentre pas dans les histoires, il ne s'en mêle pas, il est complètement là, et quand ce regard est là, qu'est-ce que je me sens bien. Et en fait, j'ai vu, mais le regard que je vois chez l'autre, c'est exactement le même que celui que je vois chez moi. Quand je dis je vois, que je vis. Et c'est simplement que chez l'autre, j'avais comme l'impression de plus le voir. Mais c'est exactement la même chose à cet endroit-là. Et là, waouh! C'est extraordinaire de plus rien avoir besoin de repousser, de plus rien avoir besoin de trier, de réaliser que tout est toujours là, que cette conscience est toujours là, que cette conscience c'est un accueil total, que c'est l'amour total, que c'est la présence, que c'est la vie. Et que cette conscience, c'est comme une espèce de caméléon qui se met en forme d'instant, se met en forme de l'instant, et que cet instant, c'est comme des reflets forment de cette conscience. Mais que ces reflets, finalement, n'ont d'importance que par l'immédiateté du vécu, parce que c'est la conscience elle-même, que parce que tout est là. Et ce qui a aussi été une espèce de surprise incroyable, c'est de réaliser la simplicité que c'est et de réaliser que c'est comme une espèce de pied de nez incroyable parce que c'est tout le temps là, que ça quitte rien, que c'est impossible que ça quitte quoi que ce soit, que tout part de là,
que tout est ça, et que ça a toujours été comme ça, que ça en sera toujours comme ça, pour reparler dans l'histoire de la temporalité, et que finalement, qu'on fasse un grand parcours de quête spirituelle ou pas, c'est exactement la même chose, mais que quand il y a ce parcours, c'est la forme du caméléon qui est là, mais que la spiritualité, finalement, à ce moment-là, elle est descendue de son piédestal. Il n'y en a plus eu. Ce mot-là a perdu son sens. C'est devenu simplement ce qui est l'instant. Chaque instant, l'instant. C'est tout. Et que faites-vous des sensations désagréables, qu'elles soient émotionnelles, de la perception, dans ce registre-là? Alors en fait, il y a la sensation. La sensation, c'est une perception. Et secondairement, arrive l'interprétation mentale qui va la juger désagréable. La sensation, soit c'est une forme qui est perçue. Et on oublie qu'il y a cette perception première et on ne se rappelle que que l'interprétation qui en a été faite. Et l'interprétation, alors, après, oui, ça fait appel à ce qui se passe dans le mental. L'interprétation se construit donc à partir de la pensée. Ce qui se passe dans le mental, c'est une création de film. À travers le mental, donc, le mental est un outil, c'est une mécanique. Et cet outil, cette mécanique, elle fabrique de l'imaginaire. Ce que l'on est se met en forme de cet outil et fabrique cet imaginaire et se le fait vivre. C'est ça qui crée les films. De ce que j'ai remarqué, il y a 2 films. Bon, ça revient au même, bien sûr, mais c'est comme s'il y avait 2 films. Le film dans lequel on est empêtré la plupart du temps, en fait, à partir de la distraction, c'est le film du moi, c'est du personnage, et qui vit ses histoires. On pourrait appeler le titre du film « C'est ma vie ». Et le héros du personnage, c'est moi. Voilà. Et le premier film, l'autre, celui qui est avant le film du moi égotique psychologique, je dirais, c'est le monde. C'est la manifestation, mes pensées. Et ce film-là,
c'est à partir de ce film-là, en fait, que naît l'idée de la séparation. La manifestation qui existe vraiment, qui n'est pas pensée, c'est l'instant. C'est l'immédiateté, c'est l'instant. Mais le premier film, donc, à travers ce que j'ai expliqué tout à l'heure, comment la mémoire fonctionne, c'est ce premier film qui se construit, c'est le monde, les individus, tout ce qui contient, etc. Et puis le deuxième film qui se greffe encore là-dessus, un film dans le film, hein, ça fait comme des espèces de poupées russes, c'est l'histoire du moi. Et comment ça marche ça? Au démarrage, en fait, il y a l'instant, il y a toujours l'instant. Et l'instant, donc, qui se met en forme, ces formes, on peut dire, elles sont perçues. Il y a perception. Les perceptions sont totalement équanimes. Il n'y a pas de plus, ni de moins, ni de haut, ni de bas, ni de bon, ni de mauvais, etc. C'est équanime. Mais par contre, elles sont différentes. Et le premier film va donner du sens aux perceptions. Par exemple, c'est une chaise, c'est un individu, c'est une horloge, c'est un meuble, etc., etc. Les perceptions vont être nommées. Jusque-là, ok, c'est nommé, pourquoi pas? Mais ça reste relativement équanime. Dans le moi psychologique, le deuxième film qui se construit, en plus du sens donné aux perceptions, va être ajouté une valeur. Les perceptions vont être classées en termes de valeur. C'est là qu'apparaît le j'aime, j'aime pas. Le c'est mieux, c'est moins bien. C'est beau, c'est laid. Et c'est à partir donc de ce deuxième film que les perceptions sont nommées et valorisées. Donc quand il y a une sensation, au départ, c'est juste l'instant, c'est la perception, c'est la forme de l'instant, qui est, dans le premier film, nommée, c'est une sensation, et dans le deuxième film, dire « elle fait mal, elle n'est pas bonne, je l'aime pas ». Voilà comment ça marche. Si vous revenez, en fait, c'est vraiment comme un fil d'Ariane, on recule progressivement. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir valoriser la perception, il faut que la perception ait eu lieu. C'est dans un second temps. De la même façon, pour pouvoir la nommer, il faut qu'elle ait eu lieu. Donc, voyez en fait ce qui se passe. Vous regardez quelque chose, par exemple, très vite, le mental se met en route et dit « Ah, ça c'est tel truc et ça, oh, j'aime, j'aime pas ». Et on peut remarquer que ça va se référer à la banque de données de la mémoire, en fait. On regarde, ça se met dans la pensée. Dès que ça a été valorisé, ce qui se passe, c'est qu'on ne regarde plus, on n'est plus avec la perception première, on est avec la mémoire et donc la reconstruction imaginaire qui, en plus, il y a des fonctionnalités au niveau du mental, c'est-à-dire ça trie, ça analyse, ça compare, etc. Et c'est ça qui se passe. Donc on n'est plus dans le vécu immédiat de la perception, on est dans le vécu, en fait, de la mémoire elle-même. C'est peut-être intéressant de revenir dans un premier temps au premier film. Bien sûr. Peut-être que c'est pas fini, mais... C'est ça. C'est en s'apercevant de ça, en fait, que ça repositionne, ça saute comme des étapes. Quand on réalise, en fait, qu'on arrête, que la pensée, c'est par la pensée que ça valorise, le fait de le remarquer permet de s'en détacher. Donc, ok, ah oui, il y a une pensée qui a valorisé ça, c'est vu, hop, le regard peut se détacher de la pensée, et à ce moment-là, il reste le sens. Et puis en fait, ok, on va rester un moment avec c'est une chaise, c'est une chaise, c'est une chaise, puis mais c'est quoi, c'est une chaise? Et on va voir si on est attentif. Quand ça dit c'est une chaise, je ne suis plus dans le vécu immédiat de ça. Je suis dans le vécu immédiat de la pensée qui dit c'est une chaise. Et le fait de remarquer ça, ça permet de nouveau de s'en écarter. Et à ce moment-là, ok, il n'y a ni valeur, ni mot, il y a juste cette immédiateté qui se vit. Et dans cette immédiateté qui se vit, dis mais où est-ce que je commence? Où est-ce que la chose, elle commence? Impossible à trouver.
Et en fait, après, ça pense plus du tout, ça se vit. Et en fait, je suis la chaise. Une sensation, la même chose. Oh, j'aime pas cette sensation, elle est horrible. C'est quoi ça? Ah, c'est une pensée qui a dit ça. Je vois, c'est vu, hop, pensée peut s'écarter. Ah, oui, il y a une sensation. C'est quoi ça? C'est encore un mot. Je suis avec le mot et je suis pas avec le truc qui se passe vraiment. Je vois, c'est vu, hop, ça s'écarte. Et après, ça se vit. La perception se vit en direct et ça se révèle à ce moment-là. Justement parce que le mental est plus en interposition, ça se révèle. Je deviens la sensation. Je suis la sensation. Le moment où elle est là. Est-ce que tu parles de poupée russe? Pardon. Lorsque tu parles de poupée russe et de fil, enfin, moi je ralliais le fil dont tu parlais avec les poupées russes. Il me semble que ça va de pair. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on part de la poupée la plus grosse ou la plus petite? C'est une valorisation du film là. Non, c'est pour m'amuser. J'en sais rien. Je sais pas lequel est le plus gros, je sais pas. C'est deux films, mais qui sont imbriqués l'un dans l'autre, c'est clair. Je pensais par exemple aux objets pressentis qui peuvent beaucoup plus vulgaires et puis de plus en plus subtils, jusqu'à, comme dit Jean-Marc, on va dire la ligne zéro. Tu vois, par exemple dans les projections, des projections avec quelque chose de très matériel, de très vulgaire, enfin de très gros, jusqu'à ce que les perceptions deviennent de plus en plus petites, de plus en plus subtiles. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'intention, plus de projection. C'est ce qui se passe dès lors que le regard se détourne de l'imaginaire. Il y a une descente de l'attachement aux projections qui est de plus en plus subtile jusqu'à ce que... Oui. C'est plus l'unité. rien, plus d'attachement. Oui. L'attachement, je dirais que c'est la même chose, par exemple, ce qui amène à aller au cinéma tout le temps, à regarder la télévision. Ou... Il y a quelque chose qui est comme une espèce de fascination, d'attraction, d'aller regarder des films. Et puis, à force d'être bon public, c'est vrai que c'est ça qui crée l'attachement. À force d'être bon public, en fait, on rentre tellement dans le film. Enfin, on n'y rentre pas vraiment, mais on a comme un vécu qui donne l'impression d'être complètement dans le film, sans même le savoir. En réalité, on n'y rentre pas parce que tout ça est perçu à partir de ce qu'on est complètement et qui n'est pas dans le film. Mais c'est un rêve, en fait. On rêve. On rêve de soi, on rêve des autres, on rêve de tas de choses. C'est exactement la même chose que la nuit, sauf que ça se prolonge la journée. Et l'attachement, c'est quand on est rentré complètement là-dedans, on croit on sent intimement qu'il y a comme un bug. Parce qu'on se fait croire
à la séparation, on se fait croire à l'individualité, et du coup, dès qu'on se fait croire ça, il manque tout le reste. Mais comme on est pris dans ce rêve, ben dans le rêve, on va chercher tout le reste dans les autres formes. Et c'est ça qui finit finalement par faire le réveil matin. Parce que de chercher tout ça dans les autres formes, c'est sûr, pendant longtemps, pendant qu'on cherche ça, on a la croyance que ce sont les autres formes qui vont nous apporter ça, ce qui nous manque. Et tant qu'on a cette croyance, comme disait Gérard tout à l'heure, c'est quelque chose, on croit que c'est ça qui va nous faire du bien, donc c'est ça qui crée l'attachement. Et puis, petit à petit, à force de chercher ça, de toute façon, comme c'est un bug, ça génère la souffrance, et cette souffrance, finalement, va finir par montrer, à force de souffrance, parce qu'on est comme endormi, que c'est pas vrai, c'est pas les autres qui vont nous apporter ce dont on cherche, c'est ça en fait après qui génère la quête. C'est un peu tout ce mécanisme-là, c'est un petit peu comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand on dort la nuit, des fois on rêve, et puis c'est pas loin du petit matin, puis il y a quelque chose dans le rêve qui dit, ça serait peut-être temps de se réveiller maintenant. Mais c'est toujours dans le rêve que ça dit ça. Et puis ça dit, oh non, encore un petit peu. Et puis ça revient, puis ça dit, allez, si, il faut te réveiller. Et puis ça met comme des éléments en place dans le rêve pour se réveiller. Et puis hop, on se réveille, puis on réalise qu'en fait, tout ce truc, c'était dans le rêve. C'est exactement la même chose, en fait. Et je dirais que ce processus, c'est un processus de détachement, mais le processus de détachement, qu'est-ce que c'est ? C'est de ramener... C'est de ramener l'attention au bon endroit, entre guillemets. Enfin, au bon endroit, il n'y a pas de mauvais endroit, mais de ramener l'attention en dehors du rêve. C'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, pas de souci là-dessus. Il est bon de réentendre que chaque instant se renouvelle. Les perceptions ne sont pas les mêmes, il est bon toujours de réentendre. Mais ce qui est, moi, c'est tellement le truc qui m'a frappée, c'est que on se fait croire qu'on rêve, mais en fait, on rêve pas. Parce que tout ce déroulement des choses, tout ce qui se passe, tout l'événementiel, tout l'attachement et tout ça, et la croyance qu'on est attaché, tout ça est perçu et vu à partir de quelque chose qui est pas endormi du tout. La conscience, elle rêve pas, elle est par nature éveillée. Et quand il y a un rêve qui est présent, c'est une forme en fait. Cette imagination, ce rêve, c'est une forme qui est vécue à partir de l'éveil que l'on est. C'est toujours pareil, c'est juste parce qu'on se prend pour un bon public et qu'on se fait vivre que la forme que ça prend à cet instant-là. Il y a une focalisation qui se fait, on se fait vivre que ça. Mais ce que l'on est en dehors de ça, tout en étant ça en même temps. C'est ça qui est toujours drôle. Il y a toujours un paradoxe. C'est en dehors et c'est ça en même temps. J'ai envie de rajouter un petit quelque chose par rapport aussi justement à ce qui maintient les croyances à la réalité du film et dans ce que ça dit, dans ce que ça raconte. On croit à la réalité de l'individu, on croit à la réalité du monde
en tant qu'entité. Autrement dit, on croit à l'existence d'objets séparés, individuels, en dehors de la conscience. Ça, c'est, à mon sens, une des pensées racines qui maintient qui maintient l'attention au rêve. Comment ça se fait qu'on croit un truc pareil? Quelle preuve est-ce qu'on a de ça? Et en fait, on peut prendre n'importe quel objet, et après, une fois que c'est vu pour un objet en particulier, on va retrouver exactement la même chose pour l'individu auquel on se prend, le corps, cette entité organique, le monde, n'importe quoi, l'autre, mon voisin, n'importe quoi. Comment, par quel biais, est-ce que je sais, par exemple, que la chaise existe? Quels sont les véhicules d'information qui me donnent la preuve de l'existence de la chaise? Mes sens. Pardon? Mes sens. Oui, La perception sensuelle. c'est ça, sensoriel. Mais sensuel en fait partie. Et elle s'en fait partie. C'est effectivement, c'est par les sens, c'est-à-dire la vision, ça peut être l'olfaction, enfin tous les sens, les 5 sens, et les sens, enfin subtils tous, qu'il y a cette information, et parce que le mental en dit. Bon, moi j'ai cherché pendant longtemps, j'ai pas trouvé autre chose que ça. Si jamais vous trouvez, ça m'intéresse. Mais j'ai pas trouvé autre chose que ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a cette chaise par les sensations que j'en ai et parce que la tête raconte à ce sujet. Or, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce que la tête raconte à ce sujet, finalement, c'est de l'imagination. Donc, je m'en occupe plus. Je vais m'occuper uniquement des sens. Ok. Alors, j'ai l'impression que la chaise, elle existe parce qu'elle a une forme. J'ai l'impression qu'elle a un relief. Donc, j'ai l'impression que c'est un objet à part entière. Qu'est-ce qui donne le plus le sens de la forme dans les sens? La couleur, la vision. Voilà. Chez la plupart des personnes, donc chez les aveugles, je ne sais pas, mais chez la plupart des personnes, c'est effectivement la vision. C'est le sens de la vision. Ok. Mais il y a quelque chose là qui va commencer à bugger. Parce que, ok, là, il y a une forme que j'ai appelée chaise, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle existe pour elle-même. J'ai l'impression que c'est cette forme qui crée justement cette individualité. Mais là, il y a un constat qui va arriver très vite. C'est que la chaise, elle est complètement dépendante du champ visuel. C'est une forme dans un champ visuel. Vous pouvez la mettre à n'importe quel autre endroit, il y aura toujours un champ visuel avec elle. On ne peut pas trouver de chaise isolée, visuellement parlant, sans champ visuel. Donc la séparation, elle ne peut pas exister à partir de la vision. Et, ok, on va dire, il y a le toucher, je peux la toucher. Mais là, ce qui se passe, je vais me mettre à sentir tactilement, sans regarder tout ça. Je m'occupe d'un sens à la fois. Donc, je la touche, etc. Et là, en fait, je suis dans un autre champ perceptif. Je suis dans le champ de la sensibilité corporelle, le champ tactile. Et la chaise est dépendante de ce champ tactile. Dans cette perception-là, il n'y a pas de chaise tactile indépendante de ce champ-là. On peut passer tous les champs sensoriels en revue, on va toujours retrouver ça. Autrement dit, il n'y a aucun sens qui permet d'affirmer que la chaise est indépendante. Puis on peut aller encore plus loin, c'est que les sens eux-mêmes
que ce soit la vision, l'audition, le tactile, etc., ils dépendent de la conscience. C'est la vision, elle n'a d'existence que parce qu'il y a conscience de la vision. L'audition n'a d'existence que parce qu'il y a conscience de l'audition, etc., avec tous les sens. Donc là, on remonte le fil d'Ariane. Donc en fait, il n'y a pas d'existence sensorielle indépendante sans la conscience. Autrement dit, c'est mathématique. Il n'y a pas d'objet séparé des champs sensoriels spécifiques et il n'y a pas d'objet séparé au sein de la conscience. On peut dire que tous les objets et sensations sont la prolongation de la conscience. Oui, Ils ont conscience. oui, ils sont Enfin, conscients. c'est un sens inverse, mais de la manière dont Ils sont c'est conscients. perçu, Oui, c'est un peu aussi dans ce sens-là que je te disais par rapport au niveau des poupées. C'est un petit peu aussi de ça. C'est dans ce sens-là que je parlais oui, tout à l'heure. oui. Dans le fait de revenir à soi, comme disait C'est Gérard, ça. par rapport à l'élastique. Mhm. Et on en revient à un. Et donc, si on Oui. prend de la conscience, la perspective de la conscience, effectivement, tout ce que l'on voit, c'est une projection, une seule. Mais quand on parle de la perspective de la conscience, des fois on a l'impression qu'il y a la conscience et puis les autres trucs. Mais les autres trucs, c'est de la conscience aussi. Voilà, donc c'est ça. C'est, en C'est fait, là aussi où on peut comprendre, entre guillemets, la notion de rêve, de prolongement. Enfin, je le perçois comme. Mais alors, vous trouvez une signification à tout ça, il faut de la mémoire. Sinon, lâcher. non, la mémoire, elle fonctionne à partir du mental. Mais là, c'est de l'observation directe. Là, c'est pas de la mémorisation. Je parle pas. Quand j'ai décrit ça, je le vivais en même temps. Et on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Essayer de trouver un objet séparé des champs perceptifs. Essayer de trouver un objet séparé de la conscience à l'instant. Observer ça, c'est pas possible. Donc les choses ne sont Mais- que parce qu'elles sont perçues. Oui. Mais même si on ne peut plus l'apercevoir, elle continue à exister. Si là, je la mets dans une boîte et que personne ne peut la voir, la toucher, ni rien du tout, elle reste quand même là, en termes matérialistes. C'est là, justement, c'est là que c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe vraiment. Ok, on la met dans une boîte et on voit plus la forme chaise. On a la mémoire qui dit il y avait une chaise qui était là. Et la mémoire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une retour. C'est un tableau qui est fait de l'instant précédent qui n'est fini. Mais Et ce qui même- est perçu là, si elle est mise dans un carton, ça va être la forme carton qui va être perçue, la forme visuelle carton qui va être perçue, et éventuellement la forme tactile carton qui va être perçue. Mais de chaise, c'est tout. Mais même si personne ne sait qu'elle est dans ce carton, elle sera quand même dans ce carton. Non, parce que personne ne le sait. Mais ça, je comprends, hein, parce que c'est tellement un truc prégnant, accroché, une croyance tellement forte à la matérialité. C'est le premier film, ça. Et la croyance dans le premier film, elle est encore plus forte que la croyance en un moi séparé, en un moi égotique. C'est la croyance en la matière. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tout se crée, c'est un jaillissement de l'instant. Et on a tellement l'idée que c'est une création, alors il y a eu une construction, ça a été dans l'usine, fabriqué et tout ça, mais chaque instant a pris peut-être une forme d'usine, a pris après une autre forme, etc. Et ce qui est très troublant aussi, mais ça c'est vrai que c'est à force d'observer, c'est que les croyances mettent les instants en forme. Quand il y a une croyance vraiment profonde qui est crue, l'instant prend la forme que dit la croyance. C'est pour ça que c'est très trompeur. Alors que s'il n'y a pas la croyance, en fait, les instants jaillissent de façon aléatoire. Ouais, mais bon. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de regarder ce qui se passe vraiment à chaque instant. Ok, il y a un carton qui est là, et je dis, mais il y a une chaise dedans, mais quelle preuve je peux en avoir? La preuve, elle peut être que immédiatement tout de suite, parce que la temporalité n'existe pas. Ça peut être qu'immédiatement tout de suite. La seule preuve que j'ai qu'il y a une chaise dans le carton, c'est la pensée qui me dit qu'il y a une chaise dans le carton. Alors bien sûr, je vais ouvrir le carton, je vais trouver une chaise, c'est que l'instant, comme je crois qu'il y a une chaise vraiment dedans, et l'instant va jaillir en forme de chaise.
Bon, c'est... Un enfant couvre son cadeau de Noël, il sait pas ce qu'il y a dans le cadeau. C'est le Père Noël qui lui a posé. Mais même s'il sait pas ce qu'il y a dans le cadeau, c'est quand même là. Il n'y a pas que ce que l'on est, l'enfant, ce que l'on est ne va pas être que l'enfant, il est la globalité de tout ce que l'instant comprend, c'est-à-dire les adultes, c'est-à-dire les intentions qui ont été là, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, tout. Et c'est cet ensemble qui crée la forme de l'instant. Ok. Non, je comprends ton concept, je ne sais pas dire si c'est... C'est à observer. Moi, je rebondis sur ce que Jean-Marc disait tout à l'heure. Il parlait des petites poupées russes. Mais comme s'il y avait un... J'aime pas du tout cette façon de voir parce que tu dis que tout est conscience. Pourquoi retourner vers soi puisque le corps n'existe pas, etc. C'est un enfermement. Mais si, il y a une forme d'existence. Non, mais... oui. Et puis, c'est pas un retour vers soi, on est toujours soi. Mais il n'y a rien à éliminer, il y a juste à reconnaître ce qui est. C'est dans le sens... parce que quand on essaye d'être dans l'intériorité, on peut essayer de ressentir à travers le corps, mais ça aussi c'est du bluff. Non ? Et ce que tu ressens, il y a des sensations qui sont ressenties, c'est pas du bluff, c'est une immédiateté. Pourquoi se limiter au corps ? Oui, je sais pas. Pourquoi ? Parce que quand tu parles des poupées russes, c'est parce que tu dis... Non, c'est pas... C'est comme ça que j'ai perçu, mais j'ai peut-être mal perçu. J'ai pas compris comme ça, mais... Non, c'est comme disait Gérard tout à l'heure, c'est surtout par rapport comme à l'élastique, c'est-à-dire qu'on tend vers les projections par rapport à une croyance et un attachement. En fait, c'est juste le fait de lâcher, en fait, il n'y a pas de... On place une attention quelque part. C'est quelque chose qui est complètement subtil et naturel. C'est un petit peu ça, de l'image que j'avais la poupée russe, mais un peu pour m'amuser, quoi. C'est juste un peu le mental qui a me posé une question. Et en fait, c'est juste le fait de revenir à soi quelque part. Voilà, soit poupée russe ou élastique, c'est une détente profonde et subtile. Le fait de revenir en toute simplicité. De reconnaître ce qui est. Comment ? Quand tu parles de revenir, je dirais c'est de reconnaître en fait ce qui est. Oui, le mot est plus juste, reconnaître, oui. Parce que revenir, on y est déjà. On peut parler de... En fait, il n'y a pas de cheminement, quoi. Pardon ? De résonance. Je comprends pas la question. On peut parler aussi de résonance. Par rapport à quoi ? Par rapport à ce que vous avez dit. De résonance. Je sais pas. Pour moi, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, ça me faisait penser vraiment à la résonance qu'on peut avoir avec tout ce qui nous entoure. Mais c'est plus qu'une résonance, c'est une unité. En fait, la dualité n'existe pas. La dualité, elle est dans le rêve, elle est dans le contenu du film, du rêve. Mais c'est de l'imagination, ça. Et même l'imagination, on est ça aussi, c'est une unité à ça. Donc, il y a toujours unité à tout. Mais en prenant le rêve pour la réalité, on croit à la dualité, on croit à la séparation. Et comme l'unité est tout le temps là, en fait, c'est sûr, on peut employer le mot de résonance, mais en fait, on peut employer le mot de communion aussi. Il n'y a pas de mot vraiment, je trouve, qui peut vraiment décrire ça. C'est une unité qui se met en forme et qui se vit, ou qui ne se met pas en forme d'ailleurs. C'est une unité qui est toujours là. Et c'est l'instant, tout le temps. Je crois que mon temps de parole est fini, je crois. Merci à vous tous. Merci. Merci.